folie de l'homme est capable d'envisager le monde dans lequel il vit. Donc en fait, c'est Lovecraft, pour moi, c'est quelqu'un qui est fou, qui voit le monde Mhm, et qui le décrit. c'est ça. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que Lovecraft n'était pas fou, il était même très cultivé. Il a essayé d'imaginer quelque chose, mais bah, il lui manque la folie. Ça, c'est un truc que Ah, si. j'aurais envie de reprocher, entre guillemets, à Lovecraft, mais je peux pas parce que reprocher à quelqu'un qui lui dit ah, bah, t'as écrit un truc, t'étais pas fou, un peu con. Et Mais, Nabokov. mais il a essayé d'imaginer le monde de la folie. Les histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe. Ah bah, Poe, c'est pareil. Ça, C'est c'est J'ai un très peu de trop exactement le mal bien. même avec Poe. processus. J'ai jamais accroché, je sais pas. C'est tellement Eh ben, génial, putain. ouais, c'est exactement le même processus. C'est que quand on prend quoi, double meurtre dans la rue Morgue, on est Oui. exactement dans ce principe-là. Si vous C'est-à-dire voulez, qu'il je peux faut vous lire le début de Lolita. le début de. Lolita. Lolita. Alors, on t'écoute. Il est bien en plus. Alors, alors là, je suis tout oui. Est-ce que sur Alors, TS, excuse-moi, juste avant que tu commences, est-ce que sur TS, il y a une manière de monter le son d'une seule personne? Oui, Oui, tu tu oui. cliques cliques droit. droit. Je vais aller me coucher, donc bonne nuit à tous, bonne Ouais. histoire et Mais en plus, il y a plein de monde en fait. On Bonne dirait nuit. Ben qu'on est, on oui. est trois et demi, mais en fait, non, il y a un pas milliard de qu'on est personnes. 5. Ouais. Alors, Et on est Écoutez en live. nos conneries là. je vous Et dis on est en Lolita. live. Bon, allez, bonne nuit. Bonne nuit. User Bonne Bonne nuit. nuit. disconnected from your channel. Ben oui, moi je veux entendre Lolita parce que c'est Ah, mais la ça va être nuit f- blanchiture, ça va être trop bien. C'est trop ouais, bien. mais c'est la façon de le Est-ce dire qu'il y a encore mon verre? Parce que là, je sors la fait le bouteille de texte. vodka, moi. Je sors la vodka. J'ai pas de verre. Alors, je vous lis pas l'avant-propos, hein, vous connaissez. Non, Si. non, lis-nous le texte. Lis-nous le On texte veut qu'on le rentre numéro des dedans. pages. Ouais, surtout qu'il commence trop bien. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins. Mon péché, mon âme. Lolita. Le bout de la langue fait trois petits pas le long du palais pour taper, à trois, contre les dents. Lolita. Le matin, elle était l'eau, simplement l'eau, avec son mètre 46 et son unique chaussette. Elle était Lola en pantalon. Elle était Dolly à l'école. Elle était Dolores sur les pointillés. Mais dans mes bras, elle était toujours Lolita. Une autre l'avait-elle précédée? Oui, en fait oui. En vérité, il n'y aurait peut-être jamais eu de Lolita si, un été, je n'avais pas aimé au préalable une certaine enfant. Dans une principauté au bord de la mer. Quand était-ce? Environ autant d'années avant la naissance de Lolita que j'en comptais cet été-là. Vous pouvez faire confiance à un meurtrier pour avoir une prose alambiquée. Mesdames et messieurs les jurés, la pièce à conviction numéro 1 est c'est la même que Coin-Voitré et Séraphin, ses aides candides, simples, aux ailes altières, voyez ces entrelacs d'épines. Je naquis à Paris en 1910. Mon père, homme doux et accommodant, était un Macédoine. Vous dites si je lis mal, hein. Non, Était un Macédoine de jeune ratio. Une citoyenne suisse, mais d'ascendance mi-française, mi-autrichienne, avec un soupçon de Danube dans les veines. Dans un instant, je fus passer les jolies cartes postales bleues et glacées. Il possédait un palace sur la Riviera. Son père et ses deux grands-pères étaient respectivement négociants en vin, en bijoux et en soieries. À 30 ans, il épousa une jeune Anglaise, fille de Jérôme Dunn, l'alpiniste, et petite fille de deux Cleghirman, je ne sais pas du tout comment c'est, du Dorset, expert en discipline obscure. La paléopédologie pour l'un et les harpes et des éoliennes pour l'autre. Ma mère, femme très photogénique, mourut dans un accident bizarre, un pique-nique, la foudre, quand j'avais 3 ans. Et hormis un petit noyau de chaleur au fin fond du passé, il ne reste rien d'elle dans les concavités et les vallons du souvenir sur lesquels, si vous pouvez supporter mon style, j'écris sous observation, des couchers le soleil de mon enfance. Putain, des phrases super longues. Vous avez tous connu, j'en suis sûre, ces derniers vestiges de jour, imprégnés de parfums et piqués de moucherons, en suspens au-dessus d'une haie en fleurs, ou soudain pénétrés et traversés par le promeneur, au pied d'une colline, dans le crépuscule d'été, la chaleur d'une fourrure, le brasillement des moucherons. La sœur aînée de ma mère, Sibylle, qu'un cousin de mon père avait épousée puis abandonnée, faisait office dans ma proche famille, à titre gratuit, de gouvernante et d'intendante.
Quelqu'un m'apprit plus tard qu'elle avait été prise de mon père, sentiment dont il avait profité allègrement un jour de pluie pour l'oublier dès le retour du beau temps. J'éprouvais pour elle une tendresse extrême, en dépit de la rigidité, de la funeste rigidité de certains de ses principes. Peut-être voudrait-elle faire de moi, avec le temps, un veuf plus exemplaire que mon père ne l'était. Tante Sibylle avait des yeux d'azur bordés de rose, et un teint de cire. Elle écrivait des vers. Elle était poétiquement superstitieuse. Elle savait, disait-elle, qu'elle allait mourir peu après mon 16e anniversaire, et elle tint parole. Son mari, un éminent représentant en parfumerie, passait le plus clair de son temps en Amérique, où il finit par fonder une entreprise et par faire quelques investissements dans l'immobilier. J'étais un enfant heureux et en bonne santé, et je grandis dans un monde chatoyant de livres illustrés, de sable propre, d'orangers, de chiens affectueux, de perspectives marines et de visages souriants. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un encore? Vous oui. dormez tous? Non. Ouais. Non, moi j'ai suivi. Vous vous endormez pas? Non, absolument pas. Vodka Et club, perso. Si je lis mal, vous le dites, bordel de merde. Elle était bien partie. Pour lire mal? non, Non, pour non, y aller. tu lis très bien, peut-être un peu vite. Ouais. Enfin, je vais m'étouffer hein, avant la fin. Le fastueux hôtel Mirana gravitait autour de ma petite personne, tel un univers bien à moi. Cosmos blanchi à la chaux, au cœur du cosmos plus vaste encore et tout bleu qui resplendissait au dehors. De la souillon en tablier au potent... Putain, les mots, quoi. De la souillon en tablier au potentat en flanelle, tout le monde m'aimait, tout le monde me choyait. Des vieilles américaines appuyées sur leur canne, clinaient au-dessus de moi, pareilles à des tours de Pise. Des princesses russes ruinaient m'offraient de coûteux bonbons, à défaut de pouvoir payer mon père. Et lui, mon cher petit papa, nous avons gardé les mots français en italique. Mon petit papa, c'est en français. Voilà. Pour pouvoir payer mon père. Voilà. M'emmener faire des sorties à bicyclette ou en bateau. Il m'apprenait à nager, à plonger et à faire du ski nautique. Il me lisait Don Quichotte et Les Misérables. Et je l'adorais, le vénérais, je me réjouissais pour lui chaque fois que je prenais les commentaires des employés sur ses différentes amies, ces belles et aimables créatures qui faisaient si grand qu'elle et moi, où coulaient et versaient de précieuses larmes sur l'enfant enjoué mais l'orphelin de mère que j'étais. Je fréquentais un externat anglais à quelques kilomètres de notre domicile. Là, je jouais au jeu de paume et à la pelote, recevais d'excellentes notes et vivais en parfaite entente avec mes condisciples comme avec mes maîtres. Qu'à ma 13e année, c'est-à-dire ma première rencontre avec la petite Annabelle, les seuls véritables épisodes sexuels qui me soient arrivés, pour autant que je m'en souvienne, furent les suivants. Une discussion solennelle, chaste et purement théorique sur les surprises de la puberté qui eut lieu dans la roseraie de l'école avec un petit Américain, fils d'une actrice de cinéma fort célèbre à l'époque et qu'il n'a rencontré presque jamais dans un monde tridimensionnel, et quelques réactions singulières de mon organisme à la vue de certaines photographies, toutes de nacre et d'ombre, avec des failles de chair infiniment douces, dans le somptueux ouvrage de Pichon, La beauté humaine, que j'avais subtilisé dans la bibliothèque de l'hôtel, l'extrayant de dessous une montagne de graphiques aux reliures marbrées. Plus tard, mon père me communiqua, de sa façon charmante et affable, tout ce qu'il jugeait utile que je connusse sur le sexe. Cela se passait à l'automne 1923, juste avant qu'il m'envoyait dans un lycée, à Lyon. Nous allions passer 3 hivers. Mais hélas, cet été-là, j'ai visité l'Italie avec Madame de R et sa fille. Je n'avais personne auprès de qui me plaindre, personne à consulter. Je souffle un peu, changement de chapitre. Vous lisez avec moi après? Vous avez pas un manuscrit de Lolita chez vous? Non, moi je suis à l'écoute. Ouais, grave. Elle est trop bien cette histoire, je l'adore. Alors, Annabelle avait, tout comme le présent auteur, une double ascendance, moitié anglaise, moitié hollandaise, dans son cas. Je me rappelle ces traits beaucoup moins distinctement aujourd'hui qu'il y a quelques années, avant que je ne fasse la connaissance de Lolita. Il existe 2 sortes de mémoire visuelle. L'une, vous recréez minutieusement une image dans le laboratoire de votre esprit, alors que vous avez les yeux grands ouverts. C'est ainsi que je me représente Annabelle en termes généraux, tels que peau couleur de miel, bras fluets, cheveux courts et châtains, longs cils, grosse bouche éclatante. L'autre, vous visualisez instantanément, les yeux fermés,
sur la sombre face interne de vos paupières, l'image rigoureusement fidèle et objective d'un visage aimé, petit fantôme en couleur naturelle. Et c'est ainsi que je vois Lolita. J'ai un truc dans la gorge. C'est moi qui avalé travers tout à l'heure. Pour décrire Annabelle, permettez-moi de dire simplement et pudiquement que c'était une fillette adorable, ma cadette de quelques mois. Ses parents étaient de vieux amis de ma tante et ils étaient tout aussi pelés qu'elle. Ils avaient loué une villa non loin de l'hôtel Mirana. Monsieur Leigh, chauve et basané, Madame Leigh, née Vanessa Van Ness, opulente et poudrée. Comme je les haïssais l'un et l'autre. Annabelle et moi n'abordâmes d'abord que les sujets subalternes. Elle aimait ramasser des poignées de sable fin qu'elle laissait couler entre ses doigts. Nos esprits étaient façonnés comme ceux de tous les préadolescents intelligents d'Europe, appartenant à notre milieu et à notre temps. Je ne doute que l'on puisse nous attribuer quelques marques de génie que ce soit, du fait que nous nous intéressions à la pluralité des mondes habités, au tennis de compétition, à l'infini, au solipsisme, etc. La douceur et la fragilité des animaux nouveau-nés nous inspiraient la même douleur intense. Elle voulait être infirmière dans quelques régions d'Asie ravagées par la famine, je voulais devenir espion célèbre. D'emblée, nous fûmes passionnément, gauchement, scandaleusement, atrocement amoureux l'un de l'autre. Désespérément, devrais-je avouer, car nous n'aurions pu apaiser cette frénésie de possession mutuelle qu'en absorbant et en assimilant jusqu'à la dernière particule le corps et l'âme l'un de l'autre. Or, nous étions là, tous les deux, incapables de nous accoupler comme des gamins de bas-fond auraient 100 fois trouvé l'occasion de le faire. Après une folle tentative de rencontre nocturne dans son jardin, dont il sera question plus tard, la seule intimité qu'on nous accorda fut de pouvoir nous éloigner hors de portée des voix, mais non de regard, dans le coin populeux de la plage. Là, allongés sur le sable tendre, à quelques pas de nos aînés, nous demeurions toute la matinée dans un paroxysme de désir pétrifié, guettant le moindre accroc dans l'espace ou dans le temps pour nous toucher. Sa main, à demi enfouie dans le sable, se faufilait vers moi. Ses doigts bruns et effilés avança à tâtons dans une lenteur somnambulique. Puis, son genou opalescent commençait son long et prudent périple. Parfois, un rempart fortuit érigé par des enfants plus jeunes nous offrait un refuge suffisant pour échanger de timides baisers salés. Ces contacts incomplets exaspéraient à tel point nos jeunes corps vigoureux et inexpérimentés que l'eau bleue et froide sous laquelle nous continuions à nous agripper ne parvenait même pas à nous soulager. Parmi les quelques trésors que j'ai perdus au cours de mes errances à l'âge adulte, il y a une photographie prise par ma tante sur laquelle on voyait, assis en cercle autour d'une table à la terrasse d'un café, Annabelle et ses parents et le vieux monsieur très digne mais infirme, certain docteur Cooper, qui courtisait ma tante cet été-là. On ne distinguait pas très bien Annabelle, car l'objectif l'avait saisie au moment où elle se penchait sur son chocolat glacé. Et seule, si je me rappelle bien cette photo, ses minces épaules nues et l'arrêt de ses cheveux permettaient de la reconnaître dans un halo ensoleillé où fondait sa grâce perdue. Moi, en revanche, assis un peu à l'écart, je me détachais avec un relief presque théâtral. Garçon maussade, au front proéminent, en chemisette foncée et short blanc taillé, posant de profil, jambes croisées, le regard perdu. Cette photo fut prise le dernier jour de notre été funeste, quelques minutes seulement avant la deuxième et ultime tentative que nous fîmes pour déjouer le destin. Sous le plus futile des prétextes, c'était notre dernière chance et rien d'autre n'importait vraiment, nous nous enfîmes du café, courûmes vers la plage et trouvâmes une bande de sable austère, et là, dans une pénombre violette, sous des roches rouges qui faisaient une sorte de grotte, nous eûmes un bref échange de caresses à vide, avec pour unique témoin une paire de lunettes de soleil oubliées par quelqu'un. J'étais à genoux et sur le point de posséder ma bien-aimée, quand deux baigneurs barbus, le vieil homme de la mer et son frère... Désolée pour ça. Ah bah ça c'est le sable. Le vieil homme de la mer et son frère sortirent des flots en nous criant des encouragements obscènes, et 4 mois plus tard, elle mourut du typhus à Corfou. Et moi je meurs d'étouffement. André Mais j'ai Gide. trop envie de lire la suite, mais je vais vous saouler. Ah non, non, mais bravo. Franchement, bravo. Ouais, c'est top. Pas mal quand même. Ouais, c'est bravo parce que ça représente bien. Tellement érotique, et tout est comme ça, tout le livre. Ouais.
Il n'y a Oui, pas oui. un seul passage